Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de rejoindre cette matinale. J'espère que vous êtes toutes en pleine forme en ce jeudi, en fait. On va recevoir aujourd'hui notre 14e déjà invité qui est Claire Gomard. Bonjour Claire. Bonjour Muriel. Donc, avant de présenter Claire, en fait, je voudrais d'abord remercier tous les participants, comme j'ai l'habitude de faire, mais vraiment avec beaucoup de cœur pour ceux qui nous suivent depuis le début. Je sais que vous êtes nombreux à être très fidèles et à continuer à nous suivre et à nous envoyer des petits messages comme quoi il faut continuer, ça vous apporte de la pêche. Il y a plein de choses qui vous inspirent de ces matinales et j'espère qu'on va continuer comme ça. Je remercie aussi les partenaires. Donc, je vais les mettre à l'honneur, ces partenaires-là. On travaille qui nous accompagnent depuis le début. Et ces partenaires sont, hop, voilà, vous les voyez à l'écran. Donc, l'association féminine PWN à Lyon, Femmes Ingénieures, FIPLUS, qui nous font plaisir de relayer à chaque fois nos matinales et de faire en sorte qu'effectivement leur réseau puisse en bénéficier aussi. Donc voilà, alors je me présente rapidement pour ceux qui ne connaissent pas encore à la fois ces matinales et à la fois qui nous sommes au sein de la Fabrique des leaders éclairés. Donc moi, je suis Muriel Montagnier et donc je dirige depuis une dizaine d'années mon cabinet que j'ai fondé il y a 10 ans qui s'appelle HMR Consulting. HMR accompagne les transformations des entreprises et en mettant vraiment au cœur l'humain en fait, puisque dans les transformations, la difficulté, c'est pas les organisations, les processus, ça c'est assez facile. La complexité vient quand on s'attaque effectivement à l'homme. Et nous, c'est vraiment notre vocation, c'est comment on engage l'humain dans ces transformations-là pour que les visions des entreprises, la stratégie que vous mettez en œuvre puissent s'instaurer vraiment et se mettre en œuvre dans les entreprises. Donc voilà, et générer effectivement les résultats attendus. Donc ça, c'est HMR Consulting. En 2019, consciente des bifurcations et des changements de paradigme qu'on allait vivre, et là maintenant on est vraiment en plein, j'ai fondé la Fabrique des leaders éclairés avec pour vocation justement d'accompagner les dirigeants, leurs équipes dirigeantes et les managers et toute l'entreprise aussi à pouvoir vraiment faire ces bifurcations-là et changer ces paradigmes-là. Et donc, en fait, voilà, la fabrique est un écosystème unique de ressources pour réinventer son leadership, pour pouvoir travailler justement sur c'est quoi le leadership qui va accompagner l'entreprise et qui fait que on va justement pouvoir faire face à la fois à la complexité qu'on est en train de vivre dans notre monde, à la fois changer nos paradigmes pour être en adéquation aux attentes de toutes les parties prenantes, dont les millennials dont on parle beaucoup, mais aussi des collaborateurs, dont effectivement comment on attire et on conserve nos collaborateurs, ce qui est un fort enjeu, comment on fait appel aussi et on répond aux enjeux sociétaux et environnementaux qui sont les nôtres. Donc voilà, donc le leadership dans l'entreprise est cette colonne vertébrale qui va permettre d'accompagner ces changements-là et de pouvoir faire face à ces enjeux-là. Donc, je vais passer, je vous prends juste quelques minutes pour vous faire visiter cet écosystème qui est unique en vous partageant l'actualité comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, en fait, voilà, dans la fabrique, on a notre actualité à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la fabrique? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement des parcours expérientiels vraiment atypiques dans lesquels on accompagne des comités de direction ou des dirigeants tout seuls qui souhaitent justement réinventer leur leadership et être en adéquation pour pouvoir faire face à cette complexité et pour pouvoir développer vraiment leur plein potentiel de leadership. Donc voilà, ça c'est une première clé d'entrée dans la fabrique. Autre clé d'entrée dans la fabrique, c'est de pouvoir participer au Lab des leaders éclairés. C'est un laboratoire qu'on a vraiment lancé en tout début du mois de septembre. Claire en fait partie, donc merci Claire d'avoir accepté aussi de faire partie de ce lab-là. Et à l'intérieur, on a constitué 2 millennials, de dirigeants d'entreprise et de chercheurs. Donc assez atypique de faire travailler vraiment ces 3 composantes et ces 3 manières de penser, ces 3 mondes qui se rencontrent pour travailler sur quoi? Sur des enjeux sociaux et sociétaux. On travaille sur 2 thématiques principales, les nouvelles technologies et c'est quoi la place de l'humain dans ces nouvelles technologies. Et puis le deuxième thème, c'est comment est-ce qu'on va créer des nouveaux modèles économiques vertueux pour pouvoir justement
développer plutôt le bien commun, en fait. Voilà, et répondre aux attentes des parties prenantes. Donc ça, c'est les 2 thématiques prospectivistes sur lesquelles nous travaillons. Et quand je dis nous travaillons, c'est que ce n'est pas uniquement dans la pensée, ce n'est pas un think tank, c'est un do tank, c'est-à-dire qu'on va produire des solutions sur lesquelles on pourra les déployer dans nos organisations, nos entreprises, pour pouvoir faire quelque chose, les rendre très concrètes et opérantes. J'ai l'habitude de dire impactant et transformant. Troisième chose, c'est des clubs de dirigeants, donc des clubs de co-développement et des clubs avec des agitateurs d'idées dans lesquels les dirigeants se retrouvent par petits groupes régulièrement, toute l'année, toutes les 6 semaines, pour pouvoir partager leur expérience, mais surtout s'enrichir, amener leurs problématiques, faire en sorte que les pairs entre eux puissent leur apporter des regards différents et leur permettre justement de repartir avec des choses qui vont leur servir au quotidien. Donc voilà, et puis des agitateurs d'idées dans des séances de workshop qui sont là pour apporter des clés de compréhension différentes, faire le pas de côté et puis agiter nos idées pour qu'on puisse développer et exercer notre manière de penser différemment. Donc voilà ce qui anime les clubs aujourd'hui, ce qui anime les personnes qui rentrent dans les clubs. Et puis, voilà, dans la fabrique, il y a aussi des choses, on peut développer du mentoring, et je fais un appel pour ceux qui souhaiteraient le faire, pour se mettre au service de pairs. On a des coachs, des exécutifs coachs, bien sûr, qui peuvent vous accompagner au quotidien aussi sur des problématiques soit particulières, soit sur des accompagnements plus long terme. Et enfin, dans les matinales, donc avec notre 14e invité aujourd'hui, donc qui sont vraiment l'expression de comment est-ce que moi je choisis ces matinales et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi Claire aussi, parce que c'est aussi la manière de faire en sorte de faire témoigner des dirigeants qui ont déjà fait ce changement de transformation, qui sont déjà en chemin pour transformer à la fois leur entreprise et le monde qui nous entoure, et qui témoignent pour que vous voyez qu'on puisse voir que c'est possible, et puis d'avoir quelques clés pour pouvoir les mettre en œuvre dans vos organisations. Donc voilà le principe et la philosophie des matinales et de ce qui anime effectivement l'écosystème de la fabrique. J'en profite pour vous dire que notre prochain invité, le 26 janvier, donc on a décidé que nos matinales seraient tous les derniers jeudis du mois. C'est Mylène Guermont, c'est aussi une femme. On va commencer cette année, on finit l'année avec une femme et on la commencera avec une femme aussi, qui est une femme aussi très surprenante parce qu'elle est à la fois artiste-ingénieure, artiste et ingénieure. Et elle nous parlera de quel leadership pour manager les grands projets. Elle a notamment managé le grand projet pour ceux qui sont parisiens et qui sont autour de nous, d'avoir couvert la Concorde avec une pyramide. Et donc voilà, et donc c'est elle qui est à l'issue de ce projet. Elle nous expliquera comment est-ce qu'on fait pour fédérer le meilleur, les meilleures technologies et garder cette dimension artistique. Donc voilà ce qui est le 26 janvier. Voilà comment on redémarrera l'année avec un vrai cadeau, puisque elle sera à l'intérieur de sa nouvelle œuvre et elle nous la fera un petit peu, elle nous la dévoilera, même si c'est quelque chose de très confidentiel et donc on aura la chance de pouvoir le faire. Donc voilà ce qui nous anime. Et puis maintenant je vais laisser la parole à Claire. D'abord la présenter. En dehors de faire partie de notre écosystème, Claire, moi je suis allée, j'ai regardé parce que c'est justement ce qui est un sujet qui nous préoccupe, en me disant comment est-ce qu'on fait aujourd'hui est-ce que c'est possible d'abord, et comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les richesses financières et les richesses humaines, parce qu'en fait dans une entreprise il y a des dirigeants et puis il y a une gouvernance et il y a des financiers. Donc ces financiers-là, ça fait partie des gens qui sont dans l'écosystème et qui sont vraiment prépondérants. Donc est-ce que c'est possible? Donc je suis allée faire ma petite enquête et je suis tombée sur Claire et sa société d'investissement Car Capital qui travaille là-dessus en fait. Et je me suis dit, est-ce que c'est la seule? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment elle fait, elle? Et comment elle s'inscrit dans ce mouvement? Donc, pour la présenter rapidement, Claire, pour te présenter, donc tu as 15 ans d'expérience dans l'univers de la finance, de marché et d'entreprise. Donc, vraiment une très forte culture financière. Et puis, tu décides de mettre tes connaissances et ta passion donc, pour le monde des affaires au service des financements des PME, des ETI, dirigées par des femmes et des entreprises vertueuses. Je pense que c'est les valeurs, et tu nous en parleras, qui t'animent. En 2022, tu décides de créer, donc d'aller un step plus loin et de créer ta société, de cofonder ta société d'investissement qui s'appelle Car Capital Partners et qui s'inscrit complètement dans ce mouvement et cette nécessité de prise de conscience d'associer à la fois la croissance et puis d'intégrer les approches ESG.
Tu m'arrêtes, Claire, mais est-ce que c'est ça dans les grands traits? Exactement, oui. Merci beaucoup, Muriel. La première question que je voulais te poser, c'est remettre l'humain au cœur de notre modèle économique. Est-ce que c'est une vision partagée ou c'est une lubie de Claire, en fait, et de ses associés? Merci beaucoup, Muriel. Déjà, merci de me donner l'occasion de me présenter. Et j'apprécie beaucoup la dynamique de la fabrique des leaders et l'équipe qui fait un travail remarquable. Donc, je suis vraiment honorée de pouvoir m'exprimer ce matin. Oui, j'ai moi 15 ans d'expérience dans l'univers de la finance, d'entreprise et de marché, en débutant donc à Londres en banque d'investissement en tant qu'analyste financière en salle des marchés, et puis ensuite en fonds d'investissement, donc spécialisé en buy-out, en cap dev et un petit peu de venture capital entre Londres, Genève et Paris. Et puis j'ai effectivement décidé de mettre au service du financement des PME ETI dirigées par des femmes, de me mettre au service donc du développement du capital humain, donc qui soit vraiment la stratégie de croissance de l'entreprise. J'ai eu l'opportunité aussi, donc il y a 2 ans, de me concentrer sur voilà, un vrai problème qui est l'écart de financement entre les entreprises qui sont dirigées par les hommes et les femmes. Je ne sais pas si vous avez en tête le nombre de sociétés qu'elles représentent, mais c'est 15% de l'économie française. Donc c'est 10 000 sociétés dirigées par des femmes. Et ces 15% ne représentent que 3% des opérations de capital investissement. Donc ce chiffre a tilté et je me suis dit, bon, bah, si on m'appelle pour ce genre de challenge, bah, je vais dire oui, puisque finalement, je ne connais pas de femme dirigeante après, à l'époque, 12 ans d'expérience. Et donc, c'est un sujet que j'ai voulu travailler en allant dans les régions. Mais finalement, je me suis rendu compte, donc ces 12 derniers mois, qu'il y avait un sujet additionnel, que finalement le problème était beaucoup plus profond que simplement le sujet du genre. Et donc, il y a finalement un manquement finalement dans les critères auxquels s'attachent les investisseurs, et notamment les indicateurs RH, comme la promotion interne, l'engagement des collaborateurs. Et comme on le voit aujourd'hui, les besoins sont réels. J'avais envie de vous partager quelques chiffres pour étayer donc ma réflexion, 4 notamment. Donc le premier, c'est Indeed, qui dit qu'aujourd'hui en France, vous avez un salarié sur 2 qui se sent épuisé. Un autre qui vient de l'UNEDIC, qui dit que près de 60% des travailleurs envisagent de changer d'emploi, de secteur d'activité ou d'employeur. Donc là, ça pose vraiment une question sur voilà, la question du sens. Alors, 2 chiffres encore pas très jolis, c'est selon Deloitte, vous avez 43% des millennials et 61% de la génération Z qui prévoient de quitter leur entreprise dans les 2 ans. Donc là, il y a un vrai sujet. Et puis le dernier, qui est un sujet qui me touche, c'est l'engagement des employés. Selon ADP, donc une grosse étude a été réalisée dans 19 pays et puis sur 19 000 employés. Je ne sais pas si vous avez en tête la part des employés engagés pleinement dans l'entreprise. Si on vous pose la question, est-ce que cette année, en fin d'année, vous êtes senti engagé dans votre entreprise? Eh bien, la part de ces gens-là n'est de que 16%. 16% des gens se sentent pleinement engagés. Donc, pour moi, c'est le levier crucial. Au lieu de parler de recrutement, c'est est-ce que déjà les gens en interne sont satisfaits et du coup engagés pour se grandir et donner encore plus. Donc, la conclusion de ça, c'est finalement, on peut avoir des employés très compétents, mais si les conditions du travail ne sont pas satisfaisantes, ils ne vont pas s'impliquer dans le projet de l'entreprise. Donc après, on peut réfléchir. Donc ça, c'est un premier constat. Après, c'est les causes finalement. Quelles sont les causes principales du désengagement? Ça peut être un sujet de plafond de verre, un sentiment d'impuissance, une faible mobilité interne. Et ça, c'est des sujets qui touchent effectivement les PME. La PME qui est donc mon spectre d'investissement et qui, selon moi, représente la majorité des emplois en France. Et la PME n'a jamais pour autant eu autant besoin de rester compétitive dans un contexte ultra-inflationniste. Donc après, on peut se poser la question des solutions face à l'insatisfaction et au manque d'engagement des collaborateurs. Donc en premier lieu, selon nous, c'est recenser les besoins des salariés, que ce soit en formation, en promotion, en matière d'organisation du travail et des flux de l'information dans l'entreprise, et de définir ensemble la démarche transformante et
et mesurer les progrès. Il y a une très bonne définition de ce que c'est que la performance sociale d'une entreprise. On dit que la performance sociale existe quand les employés s'engagent à partir du moment où l'entreprise investit dans la santé et le bien-être au travail. Ça, c'est une très belle définition de la performance sociale. Mais pour vous répondre, Muriel, quelques principes fondateurs qui sont finalement partagés. Donc, j'ai envie de répondre d'abord oui, puis après on verra que finalement je dirais non. La première chose, c'est qu'effectivement, on a le même avis. Quels sont les principes fondateurs qui sont partagés, qui disent que l'entreprise n'a de valeur que de valeur humaine? C'est est-ce que j'ai une entreprise qui est équitable? L'équité au sein de l'entreprise est un des éléments essentiels pour le collaborateur. Est-ce que la personne se sent écoutée, respectée, partie prenante des décisions? Et ça, c'est un vrai sujet. Le sentiment de justesse aussi entre ce qu'on donne à l'entreprise, ce que l'on reçoit est vraiment pris au sérieux. Il s'agit du principe de réciprocité, donc, premièrement. Deuxièmement, est-ce que dans l'entreprise, on a un environnement de confiance? Est-ce que les collaborateurs ont confiance en leur manager? Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on le mesure? Après, il y a aussi les fondamentaux autour de l'intégrité, la solidarité, l'écoute et le respect de la diversité. Ça, ce sont aussi des indicateurs clés. Et au-delà des genres, finalement, il y a la diversité au sens un peu plus large, comme l'éducation, la culture, les âges, l'expérience, les origines sociales et ethniques. Est-ce que c'est un sujet qui est étudié dans l'entreprise? Et puis, vous avez aussi les notions de coopération, d'interdépendance, de service aux autres. Voilà, est-ce que c'est des notions qui sont mises en avant et dans l'entreprise qui permettent aux uns aux autres de se sentir plus respectés, motivés, reconnus? Donc, ces principes-là, normalement, bénéficient financièrement à l'entreprise. Donc, je vais vous donner juste quelques chiffres. Attends, Claire, juste, je reprends les choses. Alors, j'ai oublié de demander aux participants. D'abord, je fais juste une parenthèse et puis je voudrais revenir sur ce que tu dis parce que tu as des éléments très structurants et j'ai pas pu tout noter, mais je voudrais qu'on les rappelle. Donc, d'abord, je rappelle à nos participants, je vois qu'il y a des cœurs et c'est trop bien et plein de choses qui sortent. N'hésitez pas à poser vos questions à Claire en direct live via le chat. Elle y répondra. J'ai donné comme consigne à Claire, et on a échangé, je lui dis, tu prends les questions et tu y poses, tu lui réponds, soit au fur et à mesure, soit effectivement à la fin. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Voilà, super. Merci Thierry, là, de nous dire déjà bonjour. Vous êtes là et c'est cette interaction qui est intéressante. Oh, et merci de nous envoyer des cœurs, c'est trop bien. Autre chose, si je reprends Claire ce que tu dis, moi, ce que j'ai noté équité. J'ai noté justesse. J'ai noté confiance. J'ai noté diversité. La coopération et le service aux autres. Ça fait beaucoup d'amour. Mais dis-moi, voilà, et c'est, dis donc, c'est une liste à l'après-vert. C'est tout ça. L'équité, effectivement, est-ce que tu peux nous dire être équitable? Ça veut dire, c'est quoi? Tu peux nous donner un exemple, par exemple, de ce qui, dans une entreprise, qu'est-ce qui rendrait l'équitable, la justesse, voilà, ce que tu appelles ça? Parce que tu sais, derrière les mots, on y plaît plein de choses. La confiance, on peut y mettre plein de choses. Mais toi, ça veut dire quoi, toi? Qu'est-ce que tu mets derrière l'équité? C'est-à-dire, il y a pas mal de notions autour de ça, mais on en parlera plus tard, un petit peu plus tard dans le manifeste. C'est tout autour de à travail égal, salaire égal, une implication additionnelle permet une mobilité interne. Vous voyez, c'est en fonction de son implication, on devrait pouvoir grandir, avoir plus de leadership dans l'entreprise. C'est le principe de la méritocratie. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces sujets-là sont prouvés financièrement. Quelques analyses assez intéressantes. J'ai juste 5 chiffres à vous communiquer là, pour terminer l'état des lieux, les constats. C'est que, par exemple, Sodexo, le groupe Sodexo a réalisé un travail qui dit que augmenter la diversité dans le groupe de 10% a permis de gagner 8 points en termes de taux de rétention des employés et 9 points en termes de fidélisation des clients. Donc, l'impact est là, l'impact est prouvé. Vous avez aussi Deloitte qui a fait une grosse étude et qui dit que si vous avez une organisation avec une culture inclusive,
eh bien, elle est 2 fois plus apte à dépasser les objectifs financiers et 6 fois plus susceptible d'être innovante et agile. Oui. Ça vient certainement du débat qui est permis par les entreprises dirigées avec une diversité de profils. Après, vous avez un chiffre très intéressant. C'est un chercheur qui a fait une étude sur un grand nombre d'entreprises et qui dit que quand vous augmentez la confiance, alors déjà, il faut la mesurer, la confiance, dans l'entreprise, vous augmentez le ROA de 8 points, Return on Assets. Donc, il y a un vrai lien, un vrai lien entre performance humaine et performance financière. Un autre chiffre, c'est un chercheur qui a été payé par une société d'asset management et qui dit que augmenter la performance sociale d'un point a un impact de plus 4 points sur le prix de l'action. Vous voyez ? Donc, ça se lit sur les entreprises cotées. Et d'ailleurs, vous avez une marque qui s'appelle Gallup qui dit que 84% de la valeur d'une entreprise du S&P 500 réside dans les compétences, les talents, l'éthique au travail et la santé des employés. Ça, c'est intéressant. Et notamment dit que vous avez un écart de 21% entre la rentabilité d'une société dont les collaborateurs sont engagés et les autres. Donc, voilà. Donc ça, c'était quand même des chiffres à l'appui. Et puis, un dernier élément sur la diversité, pour vous dire que ce n'est pas que hommes-femmes, c'est aussi les salariés seniors, par exemple. Ces salariés seniors sont plus fidèles, avec un taux de départ à la retraite qui est finalement inférieur au turnover des collaborateurs plus jeunes. Et bon, c'est un peu d'analyse, mais on dit que les pertes d'aptitudes physiques et cognitives sont faibles à partir du moment où l'environnement professionnel est motivant et stimulant. Vous voyez, donc il y a même un rôle sur les salariés seniors. On parle aussi des personnes en situation de handicap. Ces personnes qui sont nettement plus motivées et qui n'ont pas de différence, bien sûr, de compétences. Voilà, donc c'est une prise en considération des déficiences au niveau de l'entreprise pour créer un environnement qui soit accueillant et adapté. Et puis, bon, effectivement, les employés issus des minorités également, le taux de turnover, on dit qu'il est inférieur en moyenne de 10 points. Et donc, voilà, donc c'est quelques chiffres qui disent que la diversité est rentable, issue d'une étude qui s'appelle Wellness Management. Voilà, j'ai fait pas mal de références, mais c'était pour étayer ma thèse qui fait que non, ça ne vient pas de Care Capital et de ses cofondateurs, mais ça vient bien d'une analyse de fond qu'on a réalisée cette dernière année sur les analyses qui ont été faites par des chercheurs, des grands groupes, et qui prouvent le lien entre la performance financière et les performances humaines. Ce qui fait qu'on s'est dit qu'on allait créer Care Capital pour entrer dans un nouveau paradigme, celui qui nécessite de prendre soin de l'humain, en fait. Prendre soin de l'humain. Care qui veut dire prendre soin d'eux. C'est pas santé, mais bon, c'est santé de manière holistique. Et que cette personne puisse du coup s'engager sur la durée pour permettre une bonne transmission de la culture de l'entreprise d'une génération à l'autre. Vous avez trop de pertes d'entreprises de par un manquement en termes de développement d'une équipe dirigeante, pas de passage de témoins. Et donc, c'est vraiment le sujet. Notre cœur de métier, c'est le développement des PME en France et en Europe. Et bien, s'attacher à l'humain et à la constitution d'équipes qui reprennent le flambeau de génération en génération, c'est le sujet pour les jeunes générations. Après, là où j'ai envie de répondre négativement à votre réponse, c'est qu'en fait, on est tous d'accord, mais là où on n'est pas d'accord, c'est sur la manière de faire. Vous avez des batteries de critères RH, S et G qui sont complexes à calculer. Chacun a ses propres critères. En gros, c'est un vrai capharnaüm de batteries d'indicateurs. Et donc, quand on n'a pas de bilan social, quand on ne sait pas ce que c'est que les 3 chiffres qui font qu'on sait combien vaut une entreprise, pour moi, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord et donc c'est pas abouti en tout cas. Aujourd'hui, on sait lire la performance financière, mais on ne sait pas lire la performance sociale d'une entreprise. Voilà, donc c'était un peu la réponse à cette question. Excusez-moi un petit peu exhaustive. Mais c'est super, merci d'avoir été exhaustif là-dessus et c'est extrêmement pertinent et c'est bien de l'étayer parce que tu vois, ça montre qu'effectivement, c'est pas une lubie, qu'on a vraiment cette corrélation-là
J'écoutais des économistes cette semaine aussi. Ça me rappelle qu'effectivement, même notre indicateur de PIB est un indicateur de richesse, mais ce n'est pas un indicateur de bien-être au niveau, si je suis plus macro. Donc là aussi, je pense qu'il y a des pistes de réflexion. Mais déjà, au niveau de l'entreprise, merci de rappeler, Claire, ce lien-là, en fait, oui, et je vois les réactions, c'est que des gens qui sont heureux dans l'entreprise, qui se développent, qui s'épanouissent, qui vraiment mettent en œuvre toutes leurs compétences, toutes leurs aptitudes, eh bien, contribuent indirectement ou directement, effectivement, à ce que ça se voit sur le bilan, en fait. Merci d'avoir fait. Donc voilà, la question, c'est, je me demande pourquoi on a attendu si longtemps pour le faire, mais c'est un autre débat. Donc concrètement, toi, Claire, pour reprendre, comment tu as développé cette conviction que tu viens de nous expliquer, et comment tu vas la mettre, comment tu penses pouvoir la mettre en œuvre, en fait, cette diversité, ce dont tu nous parles à ton échelle, en fait. Comment tu le fais maintenant? Tu nous as expliqué le pourquoi tu le fais. Alors, le terme qu'on devrait tous avoir et discuter, c'est le terme DEI, Diversity, Equity, Inclusion, en fait. C'est un terme qui vient finalement des États-Unis et qui se généralise. Aujourd'hui, dans les grands groupes, vous avez des responsables D&I, donc ça reprend tous les éléments mentionnés juste avant. Mais donc, pour revenir sur mes convictions, pour ma part, donc j'ai passé ces 15 dernières années sur des sujets extrêmement intéressants qui sont, et d'ailleurs, c'est encore des sujets pour demain, mais pas que. C'est tout ce qui est autour de la gestion du BFR, l'amélioration de la gestion du BFR, tout ce qui est développement, gamme produits-services, internationalisation, digitalisation, enfin, tous les sujets clés pour faire croître nos entreprises. Mais par ailleurs, c'est aussi intégrer le sujet RH qui, avant, était plutôt relégué au second plan, voire parfois, l'humain était la variable d'ajustement pour atteindre l'EBITDA budgété. Et donc, moi, je suis convaincue qu'en améliorant les conditions de travail, en remettant l'humain au premier plan, eh bien, on l'engage et on prend de meilleures décisions. Voilà, on améliore la performance financière. Donc, pour moi, ma conviction, c'est que l'humain n'est pas un outil, c'est vraiment une finalité qui, effectivement, se mettra au service de la performance. Donc, à titre personnel, puisque c'était ta question, Muriel, je me permets de te tutoyer. Effectivement, j'ai vécu cette insatisfaction et ce désengagement, mais déjà très jeune. Et d'ailleurs, ça m'a fait un petit peu peur. Par exemple, j'étais en musique-études durant du CP à la 3e. Désolée, je commence par un événement assez fondateur. C'est que j'étais en musique-études et donc j'ai pu être première de classe pendant quelques années, très jeune. J'étais la plus jeune chanteuse. Les chefs d'orchestre me mettaient toujours en avant au concert. J'étais la maîtresse de la cathédrale de Reims, voilà. Et à un moment, je suis devenue assez rapidement celle qu'on appelait la brebis galeuse. Ce terme est un peu fort parce que je sabotais les chants, en fait, en chantant faux et en entraînant mes petites copines soprano. Voilà, parce que finalement, je me suis rendu compte, a posteriori, c'est que mes besoins n'étaient pas comblés, je ne me sentais pas respectée. On chantait un grand nombre d'heures dans des églises à 12 degrés, sans avoir mangé debout. C'est dur pour un enfant. Chanter du latin, du grégorien, mais bon, c'est fondateur, on va dire. Et je me suis dit, mais voilà, c'est un rejet parce que il n'y a pas de réciprocité. Après, à titre professionnel, j'ai aussi pu le vivre, à savoir donner son énergie vitale, corps et âme, voilà, pour essayer de faire changer les choses, avancer, s'impliquer et rester dans l'attente. Rester dans l'attente. Et rester dans l'attente. C'est ça qui peut être parfois difficile. Donc, finalement, Claire, voilà, c'est un petit peu la suite de ces expériences. Moi, j'ai 2 chiffres. Donc, je vous avais parlé du taux d'engagement qui est de 16%, qui est très faible. Après, vous avez un chiffre intéressant aussi, c'est la part des gens qui sont touristes dans l'entreprise. Donc, ils font juste ce qu'il faut, mais pas plus. Eh bien, c'est 35% des employés. Donc, vous avez aussi pas mal de performances à aller chercher dans cette masse. Donc, effectivement, CARE, la jeunesse, c'est tout ça. C'est développer donc, le potentiel humain qui est créateur de valeur pour l'entreprise. Et par ailleurs, voilà, j'ai aussi vécu d'autres choses, c'est que je suis assez sensible aussi au changement de comportement des gens au travail.
Du coup, ça m'alerte pas mal. Et de voir voilà, pourquoi parfois ils passent d'extrêmement motivés à juste engagés, puis touristes, et puis détracteurs parfois. Et ça, enfin, les gens ne font pas ça gratuitement. Ils font ça parce qu'ils ne se sentent pas respectés ou pas engagés ou pas partie prenante des décisions. Et donc, je pense qu'en tant que dirigeant, c'est important de prendre le pouls de ses collaborateurs. Après, j'ai quelques questions à vous poser. Alors, ça va peut-être vous paraître utopique, mais pour moi, ça serait vraiment l'univers qui permettrait à chacun de vraiment s'y sentir bien. Et donc, se dire chaque matin, est-ce qu'il fait bon vivre et travailler dans mon entreprise? Est-ce que chacun grandit de par son travail? Est-ce que l'entreprise offre une diversité de profils? Est-ce que finalement, ici, tout est possible, sans plafond de verre? Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que chacun a sa juste place dans l'entreprise, à hauteur de sa contribution? Ça répond à une de tes questions du début. Est-ce que finalement, la direction ne fait pas de différence en matière de rémunération et de responsabilité entre les hommes et les femmes, les origines sociales, les âges, l'expérience et la situation familiale? Une autre question importante aussi pour moi, c'est est-ce que mes collaborateurs sont fiers de parler de l'entreprise? Et par ailleurs, c'est un vrai sujet, est-ce qu'ils pensent que les services ou produits de l'entreprise voilà, permettent une préservation de la planète? C'est aussi un sujet crucial. Donc, si la réponse pour moi n'est pas positive, eh bien, on peut aller chercher de la performance additionnelle dans le périmètre RH existant. Voilà. Donc, pour garantir... Intéressant tes 10 questions en fait, c'est ça. Et tu pourrais nous les fournir. C'est vrai que se poser la question pour un dirigeant, et je m'encourage à le faire, hein, je remettais des questions, savoir est-ce que c'est quoi la température, est-ce que mes salariés sont bien, est-ce qu'ils sont à la bonne place, est-ce que je leur fais confiance, est-ce que le terreau est favorable à tout ça en fait, puisqu'on parle de ça. Est-ce que je suis pas en train d'essayer de tirer sur la plante plutôt que de développer mon terreau? C'est aussi une question, et c'est vrai qu'on devrait chaque matin se poser cette question-là. Je pense que c'est pas un privilège qui est réservé aux RH. Il n'y a pas que les RH qui doivent se poser la question-là. Bien sûr, ils ont un rôle d'alerte, et c'est eux qui accompagnent ces choses-là. Mais je crois que c'est vraiment la responsabilité de chacun, de chaque manager, de chaque dirigeant, de chacun de se poser la question, est-ce que mes collaborateurs s'épanouissent finalement dans ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont la juste contribution? Ils sont pas, comme tu disais toi, en attente. Et en attente, c'est qu'on n'a pas su écouter des signaux faibles. Donc voilà, et peut-être tu les avais exprimés, tu l'avais certainement exprimé, mais quand tu restes trop en attente, au bout d'un moment, effectivement, il y a un désengagement qui s'installe. Je voulais simplement finir pour répondre à ta question. C'est donc nous, c'est pas notre métier. Hein. On n'a pas été des RH, on n'a pas travaillé sur les ingrédients nécessaires pour développer une culture qui soit engageante. Donc, par contre, notre travail a été d'identifier une bonne partie des acteurs de la GRH et DEI. Donc, je me permets de donner ces deux terminologies qui englobent toutes ces personnes qui œuvrent pour travailler, en tout cas, ou définir un contexte favorable pour l'entreprise. Et donc, avec ces personnes, nous avons créé une méthodologie assez unique qui vise à accroître la performance sociale des entreprises, et notamment dans celles dans lesquelles nous serons demain investisseurs. Donc, rapidement, je ne vais pas parler de la méthodologie, mais c'est simplement que ça commence par un état des lieux de la performance, et puis le choix des batailles, sachant que les batailles, vous en avez une dizaine, une quinzaine, mais il faut vraiment choisir celles qui sont sur lesquelles la mise en place de petites actions seront tout de suite efficaces. Voilà, créeront un bien-être assez rapide. Et puis pouvoir le mesurer également, ça c'est très important. Et donc, à travers des actions, des indicateurs clés, et puis des objectifs. Voilà. J'en reparlerai un peu plus tard à travers le manifeste. Ok, donc des petites actions pour faire ce qu'on appelle les quick wins sans être trop, c'est des petits pas en fait, politique des petits pas. Quels sont les objectifs principaux que je me fixe, et comment j'avance par petits pas, et comment je mesure à chaque fois en fait. C'est ça que tu dis, Claire, sur ces actions. Ça, oui. Ok, très bien, impeccable. Est-ce qu'il y en a d'autres dans ta méthodologie? En fait, ça c'est une des clés. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'en reparlerai peut-être un petit peu après, mais si tu veux, je voulais simplement dire, avant de parler de la méthode, c'est déjà est-ce que cette pratique-là, elle est généralisable? En fait, quels sont les enjeux à la mise en œuvre de cette pratique?
Mm. Parce que je me permets de le dire, moi je le voyais comme ça avant, le poste DRH, c'est un peu le poste fourre-tout, où finalement vous y mettez toutes les choses un peu complexes, compliquées, relatives à l'humain, et voilà, on dit souvent que c'est le poste à emmerde. C'est-à-dire que bon, c'est pas carré, c'est gérer les attentes des uns des autres, et peu d'entreprises, d'ailleurs peu de PME ont ce poste. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est le revaloriser et voilà, essayer de créer une vraie politique interne pour régler les problématiques et avancer et améliorer les pratiques d'une entreprise, la mettre dans un écosystème apprenant et voilà, innover en matière de performance RH. Ce que je voulais mettre en avant, c'est les enjeux pour arriver à ce genre de mise en œuvre de ce genre de modèle. Moi, je vois trois enjeux. Le premier, c'est la prise de conscience du dirigeant. En fait, si la tête n'est pas convaincue, eh bien, je ne pense pas qu'on puisse mettre ça en place dans l'entreprise. Est-ce que le facteur social est vraiment une partie intégrante de la culture de l'entreprise? Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, les gens qui signent notre manifeste sont vraiment des gens, voilà, c'est soit le PDG est convaincu, soit il ne l'est pas, et c'est pas la DRH qui va réussir à faire signer le document. Le deuxième enjeu pour moi, c'est comment ça se matérialise en fait, cette prise de conscience. Parce qu'on dit oui, je suis d'accord, faut avancer là-dessus, voilà notre vision 2040 ou 2070, voilà, comme ça on a le temps, on sera plus là. C'est voilà, quelles sont les actions concrètes. Et c'est pas une fois par an, c'est en continu. D'où le terme inclusion. Dans le DEI, inclusion, c'est le travail au jour le jour. Inclure la vision, l'exécution chaque jour. Et puis le troisième, finalement, c'est savoir embarquer toute l'entreprise dans cette vision. C'est voilà, à travers, par exemple, une grille de lecture commune, simple à suivre et efficace, qui permet à chacun de comprendre de quoi on parle. Par exemple, des indicateurs comme le taux de confiance des collaborateurs, comme le taux d'engagement, comme la diversité, comme la promotion interne, la mesurer et l'équité. Parce qu'on dit que ce qui n'est pas mesuré ne progresse pas. Donc, il faut aussi appliquer ça à des critères qui, à la base, ne sont pas ou difficilement quantifiables. Donc, aujourd'hui, on a la technologie qui nous permet de facilement questionner les uns les autres à travers des questionnaires anonymes notamment. Vous téléchargez les Google Forms gratuitement et vous pouvez vous faire votre petite batterie d'indicateurs internes voilà, en questionnant les collaborateurs. Et ça en dira beaucoup sur le potentiel de développement de l'entreprise. Donc, c'est ça qu'on voudrait mettre en avant. Donc voilà, c'est passer d'un paradigme où finalement la RH c'est une contrainte à se dire ben, on a une mine d'or. Est-ce qu'on l'exploite cette mine d'or? Plus on voilà, d'où la richesse dans les familles, voir quelqu'un heureux de ce qu'il accomplit. Enfin, ça change tout. Ça change tout dans sa vie. Donc il y a un rôle beaucoup plus important que simplement la performance financière. Merci Claire. Alors, si je reprends un peu le fil, parce que c'est très riche ce que tu dis, pour rassurer effectivement Nicole qui dit elle n'a pas tout noté, est-ce qu'il y a un replay? Oui, il y aura un replay rapidement. Mais je reprends les éléments structurants et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Première chose, il faut que le dirigeant, la tête, soit partie prenante. Dirigeant et son comité de direction, j'ai l'habitude de dire. Mais ça ne veut pas dire c'est juste l'intention, mais ça va être l'incarnation. Comment est-ce que moi, dans mes comportements, j'incarne cette volonté d'aller là, en fait. Donc, l'incarner au niveau du comité de direction, c'est-à-dire pas juste, je ne fais pas juste des quotas, mais je suis dans la diversité, la réelle diversité. Donc voilà. Et on n'est pas encore à ce niveau-là, en tout cas dans les entreprises qu'on accompagne au quotidien, il y a encore du chemin à faire, Claire, par rapport à ça. Et puis ensuite, c'est comment est-ce que parce que ce sont des vrais changements culturels en fait qui doivent être menés. Donc comment je les fais, comment j'accompagne ces changements culturels et concrètement c'est quoi les actions que je mets en œuvre, c'est quoi les priorités d'action, les petits pas que je mène et comment je vais comme tu disais avoir ces indicateurs, prendre la température pour savoir si j'ai atteint ces objectifs là. Si je comprends cette démarche là en fait, c'est j'incarne d'abord, et je fais de la RH une dimension stratégique en fait. C'est pas seulement je développe la culture qui va me permettre de mettre en place
la culture de leadership et la culture de l'entreprise, je mets en place les actions et je les mesure en fait. Est-ce que c'est ça, Claire, moi, ce que j'ai compris dans les étapes que tu présentes? Très joli résumé, merci Muriel. C'est exactement ça, oui. Ok. Après, j'aurais bien aimé peut-être parler d'un sujet important finalement, c'est l'engagement, le fait de dire, de le dire finalement dans un écosystème engage. Et ça, en fait, dès le début, on s'est dit, seul on n'est rien, mais ça on le sait tous. Hein. Et donc, c'est de pouvoir se confronter à d'autres personnes à travers la création d'écosystèmes. Donc, en tout cas, moi, ce qui me nourrit à titre personnel, c'est d'être juste créer un lieu d'échange, un espace pour les autres et pour partager sa connaissance, partager ses problématiques, débattre. Et c'est ce qu'est Care Capital. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard, mais les écosystèmes ont un bienfait incroyable sur les personnes et il faut permettre à chacune de pouvoir y participer sur des clubs ou des groupes dédiés. Moi, ce qu'on aime faire chez nous, c'est vraiment valoriser et connecter les talents. D'ailleurs, chacun est un talent. Et de donner à chacun la possibilité de s'épanouir et grandir à travers le travail. Ça, j'ai eu la chance d'apprendre ça étant toute jeune, c'est que le travail fait grandir. On est en chemin et c'est une chance de pouvoir progresser aussi via le travail. Donc ça, c'est notre mission. Mais au niveau des écosystèmes, aujourd'hui, on a à peu près 5000 dirigeants de PME, ETI, grands groupes et de scale-up avec lesquels nous échangeons sur des sujets sectoriels, stratégiques et puis régionaux à travers l'organisation de petits clubs. Donc l'objectif, c'est que chacun a le même temps de parole. On en a organisé aujourd'hui 60, que ce soit à Paris ou en région ou même dans des villes internationales. Et il y a une vraie adhésion. Voilà. Donc ça, c'est un des engagements de Care Capital. Et un délivrable qui me tient vraiment à cœur, et j'aimerais bien pouvoir en parler avant la fin de notre échange ce matin, c'est un manifeste qu'on a décidé de construire avec une quarantaine de dirigeants de PME, ETI et grands groupes cotés. En fait, ce manifeste, c'est une solution en fait à ce capharnaüm, à savoir chacun est content de ses petits critères, RH, DEI, les mis en avant, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir 10 critères communs? Comme finalement, aujourd'hui, quels sont les critères de performance financière? C'est la croissance du chiffre d'affaires, le taux de marge d'EBITDA, la génération de cash flow. Eh bien, au niveau RH, vous en avez une dizaine que l'on a identifié avec cette quarantaine de dirigeants. Et l'objectif, ça serait d'être un petit préambule à la taxonomie sociale qui vise ça, une grille d'analyse partagée et imposée. Et donc, à très court terme, c'est notre engagement avec Care Capital. Et donc, ce manifeste inclut aussi des actions qui sont vraiment très simples et efficaces pour progresser et tenter d'atteindre ces objectifs. Voilà, je vais y revenir. Un autre petit atelier, c'est la création d'une chaire Human Capital qui rassemble des experts, donc des chercheurs de la DEI. Et l'objectif, c'est de pouvoir démontrer le lien avec la performance financière et puis de confronter leurs études à la réalité, en leur permettant d'avoir accès à notre vivier de dirigeants. Voilà, donc c'est essayer de se dire, on est tous finalement, on doit tous partager, les professeurs, les dirigeants, les start-upers, les grands groupes, et au lieu d'être chacun de son côté, il n'y a pas assez d'échanges, je pense, entre les marchés, en tout cas les tailles d'entreprise. Oui, donc concernant le manifeste, Muriel, en fait, ce manifeste, l'objectif, c'est qu'il vise à être applicable par toutes les entreprises, que ce soit des TPE, des PME, des startups, des grands groupes. Donc, je vais vous donner les 10 KPI. Le 11e est obligatoire. J'imagine que vous les utilisez plus ou moins, mais le premier, c'est, on dit parfois, le pourcentage des femmes. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est le pourcentage des femmes managers. Ce qui compte, c'est qu'on féminise les postes à direction, et c'est pas simplement le COMEX. C'est simple d'avoir un COMEX
avec une part des femmes comprise entre 40 et 60%. Le plus difficile, c'est le middle management. Donc voilà, ce ratio-là, vous avez les méthodes de calcul dans ce manifeste, vous avez des objectifs à atteindre, et puis quelques actions qui permettent de tendre à ces objectifs. Ensuite, le deuxième critère sélectionné par ce groupe, c'est qu'on appelle ce KPI à travail égal, salaire égal. Mais ça, vous comprendrez ce qu'il veut dire, c'est avoir une cohérence salariale. Ensuite, le troisième, c'est l'égalité des chances. Ça, c'est important, notamment pour les gens sortis d'école, c'est s'assurer d'une justesse dans la mobilité interne. Le quatrième, donc la diversité, hein, vous imaginez bien qu'on l'a ajouté à notre grille, et c'est vraiment tenir un registre, finalement, sur les différences dans l'entreprise. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir une bonne représentation de la population dans l'entreprise locale. La cinquième, c'est un terme qu'on a appelé la longévité, qui est plus joli que l'ancienneté, puisque finalement, pour qu'une entreprise perdure, il faut pouvoir transmettre sa culture, qui est un vrai passage de témoin d'une génération à l'autre. Donc, si vous avez la majorité des gens qui quittent l'entreprise au bout de 2 ans, finalement, on ne pourra pas facilement la définir. Donc ça, c'est un point important, la longévité. Ensuite, un point aussi important, c'est l'indicateur liberté de parole. Finalement, est-ce que chacun se sent capable de s'exprimer? Et est-ce qu'il est écouté aussi? Ça, c'est un vrai sujet. Dans un contexte où le temps est compté, non, c'est vraiment être à disposition de ses collaborateurs, les écouter. Et même si c'est que des aspects négatifs, le fait de pouvoir dire les choses, déjà, ça les aide. Et ça, c'est un point important. Après, un autre point très important, c'est la culture du talent. Donc, chacun est un talent. Est-ce qu'il est à sa bonne place dans l'entreprise? Et la responsabilité du dirigeant, c'est que chacun grandisse chaque jour. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment une responsabilité dans faire grandir les uns les autres. Bon, le 8e point, on l'a déjà abordé, c'est la confiance. Donc ça, vous le mesurez aussi via des questionnaires. Donc c'est confiance, pas que des managers vis-à-vis de leurs collaborateurs, ça doit être inné, mais c'est surtout du collaborateur vis-à-vis de son manager. Bon, après, le point 8, qui est un peu relatif, 9, pardon, c'est le bonheur au travail. Donc c'est le suivi du ressenti des collaborateurs. Voilà, c'est pouvoir mesurer le bien-être. Est-ce que le travail a du sens? Est-ce que l'entreprise reconnaît le travail des uns des autres? Le 10e, c'est le niveau d'engagement des collaborateurs. Donc voilà, suivre l'engagement. Et je termine par le 11e. Celui-là est important. C'est en fait une auto-évaluation du dirigeant. Et donc, selon moi, c'est se dire en fin d'année, entre 1 et 10, est-ce que je suis très médiocre ou est-ce que je suis exemplaire? Donc, par rapport à quoi, par exemple? Est-ce que j'ai pris mes décisions en respectant le principe d'équité? Est-ce que j'ai fait sans biais, sans préjugés cette année? Est-ce que j'ai montré assez d'empathie vis-à-vis de mes collaborateurs? Est-ce que vraiment je me suis intéressée à eux? Est-ce que je leur ai demandé ce qu'ils pensent de ma manière de gérer l'entreprise? Est-ce que aussi j'ai admis mes doutes et mes erreurs? Ça, c'est un point important. Est-ce que j'ai été proactif en matière de diversité et d'inclusion? Et est-ce que vraiment j'ai cherché des profils différents pour les postes vacants? Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est le point essentiel, finalement. Se remettre en question et pour prendre ce temps, ça requiert presque plusieurs jours, à un moment dans l'année, et se dire, voilà, où j'en suis, qui est-ce que je veux être dans un an et c'est quoi mon plan d'action? Donc ça, c'est crucial. Voilà. Je te propose, Claire, de nous laisser digérer ça dans le temps qui nous est imparti, parce que le temps va vite, en fait, de plus en plus. Mais là, il nous reste 10 petites minutes. Je te propose de prendre les questions. Il y a plein de questions et c'est super qui apparaissent dans le chat et que je lis au fur et à mesure. De pouvoir, on ne pourra pas répondre à toutes, malheureusement, mais de prendre celles qui te
voilà, celle que tu as envie ou celle qui te parle ou celle qui est ou celle qui nécessite pas de passer 3 heures non plus. Parmi toutes les super questions qu'il y a. La première question, c'est quand même, c'est important, c'est merci Benoît, c'est où est-ce qu'on peut trouver ce manifeste en fait, parce que c'est bon, Ah oui, tu l'annonces, mais effectivement. Donc sur la page Care Capital Partners, vous avez d'accord. un dernier post voilà, qui indique tous ces indicateurs clés de succès. D'accord. Et comment on les mesure en fait? C'est aussi ça, Oui, eh bien, là, en fait, vous avez, donc, pour chaque indicateur, vous avez donc la définition du ratio, des chiffres qu'il serait bien d'atteindre en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de son développement, de son secteur d'activité aussi. Et puis, vous avez des actions, une liste d'actions facilement facile à mettre en œuvre. Et l'objectif ensuite pour nous, c'est tous les ans, voire tous les trimestres, c'est de pouvoir vous rassembler dans le cadre de clubs physiques ou en visio et permettre à chacun de mettre en avant les défis ou les succès dans la mise en œuvre de ces KPIs. Donc l'objectif en signant ce manifeste, c'est d'en sélectionner 3 parmi les 10. Déjà 3, c'est très bien, en fonction voilà, de vos problématiques, de vos batailles, et de se fixer des objectifs sur ces 3 KPI et voilà, de les partager avec les autres membres du manifeste. C'est un engagement que tu demandes en fait. C'est comment je m'engage sur là-dessus et comment je fais Voilà, cette c'est démarche moral. commune en fait. C'est C'est un moral. engagement moral que tu mets en fait. Voilà. Sur 3 ans. Voilà, donc Sur 3 trois ans, ans. c'est demain. Mhm. Voilà, et de pouvoir du coup mesurer le progrès. Mm. Très bien, et de faire le lien avec effectivement tous ces indicateurs ont été choisis, j'imagine, et tu le rappelais tout à l'heure pour se dire qu'ils ont un vrai impact sur la richesse, enfin sur la croissance de l'entreprise, croissance financière, et permet de réunir les deux en fait finalement. C'est comment est-ce que j'ai un impact sur mes hommes, sur le bien-être, au-delà du bien-être, de cette capitale, de cette richesse humaine, aura cet impact-là sur le compte d'exploitation en fait, et Ouais. sur le résultat de l'entreprise. Voilà, c'est ne plus faire cette dichotomie-là, mais faire bien le et en fait. Hein, c'est pas juste c'est pas la croissance et les hommes, ou les hommes, c'est les hommes et la croissance en fait. Je pense que Voilà. c'est ça l'inversion de paradigme dont tu parles, Claire. Moi, c'est ce que je vois dans tout ce que tu dis, et c'est vrai changement de paradigme, c'est pas faire cette dichotomie, mais de rassembler et de montrer qu'il y a un vrai lien entre les deux aujourd'hui, qui est indissociable. Exactement. Je voulais quand même ajouter un dernier point important, c'est savoir prendre soin de soi aussi. Parce que là, on parle des autres. Mais en tant que dirigeant, se prendre soin de soi, se respecter, ce sont des gens extraordinaires, les dirigeants. Ils en prennent plein tous les jours. Il faut se relever chaque matin et avec de l'énergie, avec un sourire. C'est le sujet de l'énergie vitale. On n'en parle pas assez. Mais voilà, c'est savoir se connaître, savoir donner ses limites en fait, savoir dire non pour pouvoir voilà, durer sur la durée. Être dirigeant, c'est un vrai marathon, notamment dans le contexte actuel, avec beaucoup d'incertitudes, difficulté de mettre en œuvre, ou en tout cas de s'engager sur un plan à 5 ans aujourd'hui. On est plutôt sur des plans à 3 ans. Et donc, voilà, pour moi, l'entreprise de demain, si on peut un petit peu conclure sur ce sujet, c'est déjà prendre soin de soi, et puis ensuite pouvoir donner aux autres. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis par ailleurs, c'est se dire que la société ne voudra pas par son multiple d'EBITDA demain, mais elle voudra ça sera un multiple de taux de confiance. La confiance, c'est pour moi la conclusion de cette matinée. C'est voilà, est-ce que j'ai confiance aux gens avec qui je travaille? Est-ce qu'ils ont confiance en moi? Est-ce qu'on construit chaque année? Est-ce que c'est plus fort le lien que l'année précédente? Et c'est ça qui fera qu'on arrive à agréger des partenaires et voilà, que l'entreprise s'inscrit dans une dynamique de groupe, dans une dynamique apprenante pour le bien des uns des autres. Merci Claire, super ta vision de l'entreprise de demain en fait, et de développer ce capital confiance en fait, confiance en toutes les parties prenantes en fait. Oui, c'est la raison. Est-ce que tu veux, pour terminer, tu as encore 5 minutes, est-ce que tu veux prendre quelques questions en fait de nos participants pour y répondre très rapidement dans les 5 minutes qui viennent? Alors, je vais regarder. Tac, tac, tac.
Il y en a plein, elles sont très riches et ça nécessiterait. Oui. Tac, tac. Oui, en fait, j'aime bien la question, les entreprises qui performent dans une atmosphère délétère, vous l'expliquez comment? En fait, pour moi, c'est pas durable, c'est plus durable aujourd'hui. Et ça, c'est grâce aux nouvelles générations. Aujourd'hui, pour s'engager, on a besoin de se sentir écouté, respecté, d'avoir son espace, d'avoir son programme de développement individualisé. Et je ne pense pas qu'en ayant une atmosphère délétère, on puisse grandir à moyen terme. Hier, c'était possible, mais demain, je ne pense pas. Hier, on gérait une carrière à travers voilà, des postes dans des vraies grosses marques. Aujourd'hui, les jeunes sont plus intéressés à intégrer des startups qui essaient de répondre à des problématiques sociales, sociétales, environnementales, et dans un contexte où chacun a son mot à dire. Donc, je pense pas que ça soit le cas aujourd'hui, ni encore moins demain. Après, le point de Caroline sur la liberté de parole, effectivement, la liberté de parole, c'est une enquête à savoir, donc chaque année, et même par ailleurs plus fréquemment, pouvoir envoyer une petite liste de questions à tous les collaborateurs, donc, et leur poser voilà, des questions avec un système de notation de 1 à 5, par exemple, êtes-vous... partagez-vous la manière dont les décisions sont prises? Avez-vous exprimé votre avis? Et sinon, pourquoi? Souhaiteriez-vous l'exprimer? Souhaiteriez-vous que des groupes de travail soient organisés pour pouvoir vous exprimer? Vous voyez, c'est des questions sur ces sujets-là. Chacun ensuite rédige la manière qui lui semble être la plus pertinente. Donc, les enquêtes sont une vraie source d'information. Ensuite, tac. Oui, on parlait du retour du Chief Happiness Officer. Effectivement, c'est un concept qui vient des startups. Faire que chacun soit écouté, heureux, compris. Je pense que ça c'est une très belle initiative. Maintenant, c'est pas parce qu'on a un baby-foot, des bouteilles de coca et qu'on peut acheter des sandwichs à travers une carte électronique que on sera plus heureux. Donc, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est effectivement la direction qui doit permettre à chacun de s'exprimer et d'être partie prenante dans la définition de la culture d'entreprise. Mais c'était une très belle initiative, effectivement. Claire, j'ai une dernière question avant de démarrer. Je reviens à toi, à ton monde de la finance. Est-ce que tu penses que le chemin que vous êtes en train de mettre en œuvre, et que tu incarnes, je sais, très profondément, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est dans le sens de l'histoire pour les investisseurs? Est-ce que ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? C'est quoi? Est-ce que vous tracez le chemin? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres? Est-ce qu'il y a une vraie volonté et dans le monde de la finance de pas faire juste, et puis ça a été pas faire juste du greenwash, même dans la partie financière, parce que c'est aussi le risque. Comment tu vois ça en termes de finance, en tant que société d'investissement, en tant que, voilà, et tu connais très bien les marchés, les entreprises, les fonds. Est-ce que c'est un mouvement de fond ou pas? Est-ce qu'il est sincère ou est-ce que... Merci beaucoup, Muriel. Effectivement, donc on a un marché des investisseurs donc, qui vont vers du généraliste, d'autres qui vont vers de l'ESG. Et dans l'ESG, on a le marché de la transition énergétique. Ce marché commence à avoir une certaine taille. En revanche, le marché du SEG, donc Social, Sociétal, Governance, est très petit. Donc, on a voulu répertorier les acteurs dédiés à ce marché chez Care Capital. Donc, vous avez un certain nombre d'acteurs cotés, ou des fonds cotés dédiés au développement du capital humain.
Donc, ces fonds-là regardent l'information à disposition des groupes cotés en matière de GRH, de DEI. Et donc, on a créé un cercle qui s'appelle le Cercle de coopération Care Capital, qui rassemble une quinzaine d'acteurs de l'asset management. Voilà, l'objectif, c'est qu'ils nous partagent leur méthode de sélection des valeurs. Et nous, on leur partage la manière de transformer le management de la RH et DEI à travers des actions finalement concrètes, en étant au conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles on investit. Donc, c'est essayer de pouvoir transformer en étant investisseur du private equity. Donc, ce marché est en cours de développement. Il est encore très petit. Effectivement, il faut qu'on prouve que les retours sont au moins au niveau du marché, voire meilleurs, puisqu'on peut utiliser ce levier RH pour permettre d'abord une taille de marché suffisante, SCG. Et puis, l'objectif, c'est qu'il se généralise à tout le marché d'investissement. Voilà. Comment est-ce que les dirigeants peuvent t'aider à ce niveau-là? Eh bien, déjà ravi de les rencontrer et puis d'échanger sur leur entreprise, sur les enjeux, et pouvoir voilà, s'ils ont besoin de conseils régionaux ou de fonds, les mettre en relation avec les uns les autres, et puis de partager aussi sur leur expérience. Ça, c'est important à travers, donc, on a un club DEI, Diversity, Equity, Inclusion, qui rassemble des leaders et puis des experts en D&I qui partagent les meilleures recettes, les défis. Et l'objectif, c'est que cette science voilà, soit partagée et grandisse. Et ça, sans les uns les autres, on n'ira nulle part. Et qu'elle fasse des émules, c'est-à-dire que que ça grandisse en fait, cette communauté, parce qu'il y en a beaucoup, comme tu disais, de fonds qui sont plutôt orientés sur l'environnement, et Dieu sait que c'est important, mais cet enjeu humain et c'est corrélé en fait doit aussi être porté par le monde de la finance. Donc merci de l'incarner, Claire. C'est super, merci. Je pense que c'est peut-être la conclusion. Je voulais vous faire part, et il y a des acteurs comme ça, et Claire en fait partie, qui ouvrent le chemin en fait. Donc merci de faire partie de cela, Claire, qui ouvre ce chemin-là, qui mettent l'humain au cœur de nos entreprises, de notre organisation, de notre société en fait, puisque c'est ça. Et je remercie vraiment tous les participants pour leurs excellentes questions qui sont toutes vraiment, vraiment très, très pertinentes. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous alors le 16 décembre prochain. Alors, on n'aura pas de matinale, mais pour le coup, c'est moi qui interviendrai sous format plutôt de masterclass avec des échanges comme on est en train de le faire. Je voulais partager avec vous un système, un métamodèle qui s'appelle la spirale dynamique. Et vraiment, dans la continuité de ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est justement qui éclaire nos organisations, nos cultures, où est-ce qu'on en est, comment est-ce que justement on fait changer et évoluer ces cultures-là. Et au travers de ce métamodèle, il éclaire là où on en est, là où on veut aller, et puis après, savoir comment est-ce qu'on y va, pour pouvoir justement accompagner les changements dont Claire nous disait, pour faire en sorte que nos entreprises continuent à attirer les talents, les garder. C'est le message que tu as dit, Claire, hein, c'est bien de les attirer, mais encore faut-il aussi les garder dans l'entreprise. Vous voyez que les chiffres ne sont pas très optimistes, mais c'est à nous de le faire, de le porter, de l'entendre, de l'écouter. Et ce modèle-là, la spirale dynamique, peut nous permettre justement de pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde, ce qui se passe dans nos entreprises et comment on fait pour garder nos collaborateurs précieusement, et qui sont une denrée très, très précieuse. Donc voilà, donc ce sera le 16 décembre et c'est à cette même heure. Donc je vous donne rendez-vous, vous vous inscrirez aussi, on va communiquer pour que vous puissiez assister à cette masterclass si vous le souhaitez. Et puis effectivement, au mois de janvier, nos nouvelles invités et nos nouvelles rencontres mensuelles avec, vous verrez, des dirigeants tout aussi inspirants que Claire. Merci Claire d'avoir. Merci beaucoup Mariella. Merci à toi pour d'avoir fait la fabrique et de rassembler beaucoup de personnes inspirées qui veulent grandir et partager. Donc merci pour ça également.
Merci. Alors, on est beaucoup moins nombreux que ce que tu disais. Nous, dans l'écosystème, on a une cinquantaine de dirigeants aujourd'hui qui font partie de cet écosystème. Donc, si vous souhaitez faire partie de cela, toquez à la porte. Voilà, elle est semi-ouverte. Elle est ouverte par les matinales, mais on vous fera un grand plaisir de vous accueillir aussi. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très, très, très belle journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le mois prochain. Très belle journée à tous. Merci pour, Merci. pour tout et merci d'avoir été présent et de nous suivre. À très bientôt.